Bonjour Christian. Je voudrais d'abord te remercier d'avoir accepté cette interview qui est vraiment spécifique aujourd'hui sur le thème des enfants non désirés. Peut-être que les personnes qui vont regarder cette interview savent déjà que toi, ta spécialité, c'est la relation à l'argent. Mais là, aujourd'hui, vraiment, on va parler surtout de l'enfant non désiré. Peut-être qu'on parlera un peu de la relation à l'argent. On verra si notre conversation nous y emmène ou pas. Mais là, vraiment, c'est l'interview avec Christian Junot, 100% enfant non désiré. Je te laisse te présenter. Oui, déjà, bonjour Nathalie et merci de ton invitation. Moi, je suis économiste de formation, ancien banquier. Donc, tu vois, il y a vraiment tout m'amène à parler de l'enfant désiré quand on voit ce parcours-là. Voilà, depuis 2010, je suis indépendant. J'ai perdu mon job en 2009 et je suis indépendant et j'accompagne les êtres humains. Alors, maintenant, avant tout, sur leur relation à l'argent, même si ce n'était pas mon projet de départ. Ça a toujours été pour moi une question, un travail de conscience que je voulais faire. Mais le thème de la relation à l'argent, c'est comme imposé à moi. Et c'est vrai que c'est dans ce cadre, en fait, que moi, en 2006, j'ai connu un gars qui s'appelle Peter Koenig. Peter Koenig a fait des années de recherche sur la relation à l'argent. Et j'ai entendu une conférence de lui, vraiment une synchronicité, que ce n'était pas au programme d'un endroit où je suis allé. Et j'ai entendu ça. Et j'étais son organisateur dès 2007. 2 fois par année, je vais venir en Suisse francophone, là où j'habite. Et, euh, et c'est dans ce cadre de l'atelier que j'ai entendu parler d'enfants non désirés. Et je le savais depuis pas très longtemps concernant, mais c'était comme une. Je savais que je n'avais pas le bon sexe, mais je n'avais jamais entendu quelqu'un parler de ça et parler en l'occurrence de l'impact que ça avait sur notre relation à l'argent. Alors pour moi-même, étant concerné par ça, j'ai élargi un peu, je dirais, la thématique que de voir l'enfant non désiré sous le thème de la relation à l'argent, mais sous la relation à la vie en général. Et ça fait, c'est une des choses que je partage, en tout cas, que ce soit en tout cas dans mon livre Ce que l'argent est de vous. J'ai écrit et coécrit 3 livres. Dans le troisième, du défi des 100 jours, avec Lilou Massé, qui parle du rapport à l'argent et de sourire à l'abondance aussi. Donc voilà, je suis venu, et au fond, le thème de la relation à l'argent, pour moi, c'est vraiment une porte d'entrée pour apprendre à mieux se connaître, mais surtout à apprendre à être plus dans l'amour de soi, à arriver à se donner plus d'estime de soi, à créer plus de paix en soi en évitant de plus en plus de conflits intérieurs. Donc c'est un prétexte que j'utilise parce que ça a un impact sur ma relation de moi à moi, de moi aux autres, de moi à la vie et de moi à l'argent. Donc voilà, simplement c'est ça. Et c'est amusant, tu vois, de voir que ce thème de l'enfant non désiré, qui est un des thèmes très forts dans mes ateliers, dans mes formations, j'interviens sur le web également, et dans mes formations présentielles, il y a vraiment des thèmes très forts. Qu'on y arrive avec la porte d'entrée de la relation à l'argent, c'est assez surprenant quand même. Oh, merci pour cette présentation. Je vais en profiter pour me présenter moi aussi rapidement. Bon, donc on est sur ma chaîne YouTube, peut-être que les gens me connaissent aussi. Donc Nathalie Valentin, je suis coach en amour de soi et depuis peu, je me suis spécialisée sur l'accompagnement des enfants non désirés et je les accompagne à s'affirmer et prendre leur place afin d'avoir une relation de couple authentique et équilibrée. Et parce qu'en fait, peut-être qu'on va l'évoquer tout à l'heure, les comportements de l'enfant non désiré. Donc, moi, de ce que j'ai compris en tout cas jusqu'ici, c'est que la plus grande blessure de l'enfant non désiré, c'est la blessure de rejet, et qu'on a énormément de déclinaisons du coup de cette blessure de rejet, qui est notamment de faire plaisir à tout prix, d'avoir du mal à dire non, à poser des limites. Donc c'est pour ça que je parle beaucoup d'authenticité, parce que l'enfant non désiré a du mal à exprimer son authenticité, puisqu'il cherche à plaire et à se faire aimer des autres à tout prix. Et je parle aussi de relations équilibrées parce que l'enfant non désiré donne énormément et a beaucoup de mal à recevoir que ce soit de l'amour, du soutien, de l'argent, de l'attention, etc., etc., plein de choses comme ça. C'est pour ça que moi je mets surtout le focus sur ces deux aspects-là en fait. Et il y a encore plein d'autres comportements aussi qui arrivent, comme la peur de déranger. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de comportements que développe l'enfant non désiré, plus ou moins fort en fonction de ce qu'il a pu vivre au moment de sa conception ou de sa naissance ou de sa petite enfance aussi. Et même, c'est chouette de t'entendre parce que je vois qu'on va pouvoir s'amener des compléments l'un et l'autre. Mais si tu permets, peut-être, moi je vais peut-être définir ce que moi je considère comme étant l'enfant non désiré, hein, aussi, comment tu vois ça. Et en tout cas, ce que j'ai peut-être pu moi percevoir, ce qui m'a dit que tu m'as entendu, je crois, il y a 3 4 ans, il Oui, est possible que je dise les choses un petit peu différemment ou pas, je ne sais pas, vu que tout ça évolue. Et c'était d'accord que je fasse ça peut-être pour oui, commencer, oui, là, on va revenir parfait. là-dessus.
Alors, déjà, la première chose qui est importante, c'est de savoir qu'enfant non désiré ne veut pas dire être enfant non aimé. Ça, c'est extrêmement important. Pour moi, il y a deux manières d'être non désiré. C'est-à-dire qu'à la conception, un ou les deux parents ne désiraient pas mettre d'enfant en route à ce moment-là. Je précise bien sur le à ce moment-là, puisqu'il peut y avoir une grosse envie d'enfant plus tard, peut-être, mais pas à ce moment-là. Et, euh, et puis, si je reviens à ce moment-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être qu'on arrive trop tôt, avant que le couple soit bien constitué, soit peut-être prêt à vivre vraiment quelque chose ensemble de durable. Parfois, ça peut mettre l'aventure d'un soir. Peut-être donc trop tôt parce que pas marié, et suivant les endroits, suivant les époques, ne pas être marié était une vraie problématique. On peut arriver trop tôt après un autre grand frère ou grande sœur, ce qui fait qu'il y a peu d'écart. En général, quand il y a 12-15 mois d'écart, j'ai beaucoup de peine à croire qu'on puisse être désiré, sauf si la maman a 44 ans peut-être. Mais autrement, quand des gens me disent ça, je dis écoute, c'est presque à coup sûr tu n'es pas désiré. Donc voilà. Et puis, parfois trop tard, c'est-à-dire que hier était l'anniversaire de mon petit frère qui est arrivé 12 ans après moi. Il n'y avait plus de désir d'enfant du tout de mes parents à ce moment-là, donc il était trop tard. Voilà, il y a plus mais ça peut être aussi des fois trop tôt après un enfant décédé, ça peut être aussi après un événement de vie important où les parents ne sont pas prêts. Imaginez à des parents, c'est la situation, on tourne cette vidéo juste au moment du déconfinement. Imaginons un parent tout à coup, qui est au chômage. Il est possible qu'il n'y ait pas de désir de mettre un enfant en route dans ces conditions-là à ce moment-là. Il y a une deuxième manière d'être non désiré. Donc, même si on l'est par les deux parents, et là, on parle vraiment des deux parents à la conception, il y a une deuxième manière d'être non désiré, c'est qu'à la naissance, un ou les deux parents auraient aimé un enfant d'un autre sexe. Donc, ça, c'est mon cas, effectivement. Mes parents attendaient une fille. Et ils ont même trouvé un gynécologue qui leur a annoncé une fille sans échographie à l'époque. Il faut déjà le faire. Sur la base de la respiration, il leur a annoncé voilà, vous aurez une fille. Ils avaient déjà un garçon, 2 ans plus âgé que moi, mon grand frère. Et donc, pour dire que voilà, il y avait vraiment une attente, et vraiment une croyance que la fille allait arriver. Donc, ça, c'est une deuxième manière. Donc, on peut accumuler les deux ou qu'un des deux. Et au fond, peut-être quelque chose, j'ai envie d'insister sur une chose, c'est que souvent, quand je pose la question aux gens, je dis oui, oui, les gens me disent oui, mais je suis désiré. Je dis, mais comment tu le sais? Tu as questionné tes parents? Alors, des fois, non, non. Donc, au fond, non. Donc, des fois, dit oui, ma mère. Je dis, et ton père? Non. Mais enfin, je pense que c'est important de voir deux choses. La première, c'est que dans le désir premier au niveau de la conception, il y a parfois l'un ou l'autre qui n'est pas vraiment prêt. Et ça ne veut pas dire qu'il ne désire pas avoir un enfant plus tard, mais il n'est pas vraiment prêt et il n'ose pas dire non. Il n'ose pas dire non parce qu'il y a un tel désir chez l'autre qu'il a peur de perdre le partenaire de vie, et il va dire un oui qui n'est pas un oui. Intérieurement, ça fait non encore. Ça, c'est une première chose. Et au niveau du sexe également, que il peut y avoir des parents qui ont un désir d'un enfant d'un certain sexe, mais qui ne va jamais l'exprimer à l'autre. Donc, c'est pour ça que quand on interroge un seul des parents, déjà, il ne peut pas forcément savoir pour l'autre parce qu'il ne l'a pas exprimé. Et puis, en fait, aussi, les parents peuvent aussi être très amnésiques. Parfois, je me rends compte, parce que nombre de fois où des parents ont dit « Ah non, mais ils n'ont pas envie de dire parce qu'ils n'ont pas envie de faire mal à leur enfant. Ils veulent comme cacher la chose, alors qu'au fond, ça fait plus de bien dans la vérité que de nous faire croire autre chose. » Voilà, peut-être juste avant de donner parler des comportements, j'ai encore envie de dire quelque chose, me semble-t-il. Oui, merci beaucoup pour ces précisions et justement, ça tombe bien que tu rappelles tous ces éléments-là parce que je voulais voir avec toi aussi j'avais des questions par rapport à cette définition pour l'affiner encore plus. J'ai beaucoup aimé aussi que tu parles des parents qui ont du mal à avouer à leurs enfants qu'ils ne l'ont peut-être pas désiré. Je l'ai évoqué moi avec des amis, des femmes qui ont eu le courage déjà de s'avouer elles-mêmes parce que c'est très tabou aussi de se dire je voulais pas d'enfant mais je l'ai fait parce que j'avais une certaine pression extérieure. Déjà, se l'avouer à soi-même, je crois que c'est très difficile en tant que parent. Alors après, oser aborder le sujet avec son enfant pour pas qu'il y ait de secret et au moins qu'il puisse comprendre, c'est encore une autre étape. Mais et c'est vrai que déjà, je trouve moi qu'il y a un gros tabou là-dessus. Et personnellement, je suis pas encore maman. Et du coup, il y a des femmes ou parfois des hommes qui me l'ont dit, quoi, qui m'ont fait suffisamment confiance pour me confier ça. Et j'admirais leur courage de le faire. Donc c'est vrai qu'il y a ça aussi, que c'est pas toujours évident même d'aller en parler à ses parents. Et moi, ça me fait penser quand j'en parle avec ma mère, euh, parce que pour elle, je suis arrivée plus tôt que prévu. Et quand j'ai commencé à écrire sur l'enfant non désiré,
et qu'elle a lu, parce que moi j'ai un blog depuis 3 ans où je partageais au début ma passion pour le développement personnel, et quand j'ai vu ta conférence, ça m'a fait un tel choc. Bien sûr que j'ai écrit un article là-dessus. Et c'est d'ailleurs mon article qui remonte premier sur Google parce qu'il est depuis longtemps en ligne. Et quand elle a lu cet article-là, elle a eu un peu de mal à avaler la pilule, et il a fallu que j'en parle avec elle et que je lui dise que déjà je ne lui reprochais rien, que je ne lui faisais pas de reproches, qu'elle a fait de son mieux. Mais elle, aujourd'hui, elle dit, mais pourquoi tu dis que tu es une enfant non désirée? Je t'ai désirée. Et je lui rappelle à chaque fois la définition que tu viens de donner, qui est de dire, bah, je suis arrivée un peu plus tôt que prévu. Toi, tu aurais aimé que je vienne quand même quelques mois, peut-être 1 an plus tard, parce qu'elle avait déjà eu 2 enfants très rapprochés, hein. Moi, avec ma sœur la plus âgée, on a 3 ans et 5 jours de différence d'âge, très exactement. Ma mère a donné naissance à 3 enfants en 3 ans et 5 jours. C'est un bel exploit quand même. Et alors, elle nous a beaucoup aimés, et je pense qu'elle a eu la surprise de savoir qu'elle était enceinte, mais elle l'a vite accepté. Mais voilà. Et du coup, aujourd'hui, elle dit, mais si je t'ai désiré. Bon, et c'est pas évident pour elle d'accepter qu'il y a eu enfin voilà, d'accepter cette définition, on va dire. Et tu sais, j'ai une amie à qui bah, le comportement que je vais décrire, ça me parle complètement. Puis elle me dit, mais au fond, ça ne marche pas ton truc, parce que je suis vraiment désirée et tout. Et je me retrouve à manger avec elle, son mari et sa mère, à elle. Et puis, pourquoi elle commence à poser des questions? Puis, au moins, sa mère commence, je vois, à s'agiter, à dire, mais pourquoi tu me poses ces questions, machin, truc. Et puis, déjà, à un moment donné, je voyais quelque chose de pas posé chez la mère. Et au bout d'un moment, elle crache le morceau. Et tu Mm. vois, cette amie a toujours, mais elle était certaine qu'elle était désirée. Et me dit, non, mais ça ne marche pas. Et tout à coup, j'ai ri parce qu'elle m'a regardé, j'ai un petit sourire. Je dis, voilà, tu vois, pendant des années, tu m'as fait croire ça. Et au fond, oui, quand tu n'es pas désiré, ta mère elle vient de cracher le morceau, mais tu as dû aller un peu fort. Alors attention, je vais être très clair quand je dis ça. Pour moi, il n'y a pas l'idée de commencer à lui poser plein de questions aux parents. Ce n'est Mm. pas forcément nécessaire parce que des fois, certains arrivent avec un vrai interrogatoire de police Ah, et ce n'est pas le but. Le but, ce n'est pas de générer, je dirais, du conflit en famille. On peut y aller avec douceur, on peut y aller avec délicatesse, on peut expliquer pourquoi. Et justement, je vais maintenant amener les comportements peut-être, hein. mm. Donc, en fait, ce qui est fascinant, je trouve, c'est que, parce que beaucoup de personnes le découvrent, moi je l'ai découvert, je pense à 45 ans, cette histoire-là. Et au fond, les comportements que je vais décrire, je les avais toujours eus. Et beaucoup de personnes, c'est comme moi, hein, même des fois à mon âge, aujourd'hui, 60 ans, ils découvrent ça à cet âge-là, et ce comportement, ils l'ont toujours eu. Donc, ça montre que cellulairement, on le sait, inconsciemment, on le sait. Donc, les enfants non désirés, on va comme encoder, puisque je ne suis pas désiré, je ne mérite pas pleinement la vie. Ça, c'est la première chose déjà qui est vraiment centrale là derrière et qui expliquera effectivement les différents comportements. Et cette croyance, je ne mérite pas pleinement la vie, c'est comme si derrière, il y avait l'idée qu'un cadeau, pour pouvoir penser être un cadeau de la vie, comme à l'image qu'on fait un cadeau à quelqu'un, j'ai quand on fait un cadeau à quelqu'un, on va acheter dans un magasin, on va faire un bel emballage, enfin, il y a toute une série de choses à faire pour que ça soit vu comme un cadeau. Et la perception qu'on a, c'est que pour être un cadeau de la vie, autrement dit, ça doit se passer d'une certaine manière. Ça, c'est les croyances qu'on a. Mais voilà, ça c'est juste pour le dire. Donc, on pense qu'on ne mérite pas la vie. Alors, puisqu'on pense qu'on ne mérite pas la vie, inconsciemment, encore une fois, les enfants non désirés ont tendance à beaucoup en faire. C'est-à-dire qu'ils vont beaucoup en faire, à mettre la barre haut, donc beaucoup être dans le faire, à mettre la barre haut, comme si on devait prouver quelque chose pour mériter cette vie-là. Et souvent un niveau d'exigence avec soi-même, niveau d'exigence. Pour certains, en tout cas c'était mon cas aussi, avoir horreur de faire des erreurs, parce que inconsciemment, on peut se voir comme une erreur. Moi, une erreur d'être un garçon et pas une fille, par exemple. Donc, c'est important de le voir aussi. Et en général, effectivement, vis-à-vis du ou des parents concernés, on va vouloir être la gentille fille ou le gentil garçon, vraiment aussi facilement beaucoup en faire vis-à-vis du ou des parents. Et là aussi, c'est fascinant, hein. Même quand on ne le sait pas, c'est comme si inconsciemment on essayait d'aller acheter l'amour ou une sorte de reconnaissance du parent, beaucoup en faire. Mais si je suis honnête, tout comme ce qui me concerne, il y a plein de choses que je n'ai pas fait gratuitement. Que j'ai gratuitement, c'est-à-dire qu'il y avait des attentes derrière. J'essayais le gentil garçon qui téléphonait souvent à ses parents, puis ci, puis ça, enfin, qui faisait des choses en espérant inconsciemment entendre un jour mon fils, ma fille, par exemple, chacun d'entre vous, quel bonheur que tu sois là, même si tu es un garçon pour moi ou même si tu n'étais pas désiré à la conception. C'est ça qu'on espère entendre, une sorte d'accueil inconditionnel qu'on espère attendre en essayant d'en faire beaucoup.
Et c'est un très mauvais plan parce que ce que je vois, c'est que plus on en fait, moins on reçoit. Parce qu'on en fait, comme on a un objectif inconscient, je n'étais pas conscient de ça du tout pendant longtemps, hein, plus je pousse pour obtenir quelque chose, c'est une loi physique, plus je crée la résistance en face. Donc, plus je veux entendre quelque chose de mes parents, moins j'entends. Je vois des personnes qui se font tellement mal et mal à se sacrifier pour un parent et l'autre et qui n'obtiennent jamais rien en retour, que vraiment l'invitation, c'est lâcher ce plan-là, de devoir cesser d'obtenir quelque chose en face parce qu'on se fait plus de mal qu'autre chose. Donc, tendance à en faire beaucoup vis-à-vis du ou des parents concernés. Et tu en as touché un mot, effectivement, une grande facilité à donner, donner de son temps, je dis même donner au niveau de l'intimité, de la vie intime, pour moi aussi, je vois. Et alors, ça peut être donner avec l'argent aussi, même si moi, dans mon exemple, je vois que l'argent, je retenais un peu, puis j'avais beaucoup de peur avec l'argent, mais on peut être très généreux de plein de manières différentes. Et effectivement, beaucoup de difficultés à recevoir. Difficultés à recevoir du soutien, même à demander du soutien et à recevoir du soutien, même difficulté à recevoir au niveau de la vie intime également, comme si là aussi on devait donner, mais on n'était pas prêt à recevoir, et à recevoir de l'argent. Pour donner un exemple, moi-même, jusqu'à que je prenne conscience de ça, que je travaille, je n'ai jamais demandé d'augmentation de salaire. Je disais textuellement, ils me donneront ce que je mérite. Je disais textuellement. Donc, même quand je me faisais embaucher des changements d'emploi, j'attendais qu'ils disent le chiffre, puis j'étais, et puis, dis tout, je dois signer, quoi. Hein. Il n'y avait pas de négociation possible parce que j'avais vraiment cette perception que je ne méritais pas. Voilà, donc après, j'irai un peu plus loin sur d'autres aspects, mais peut-être que tu as envie de rebondir là-dessus, Nathalie. Euh, Enfin, je m'aperçois, j'aurais peut-être dû rebondir un peu plus tôt aussi pour affiner un peu la définition de l'enfant non désiré. Moi, je sais que j'avais des questions par rapport à ça, notamment, par exemple, pour l'enfant qui arrive plus tôt que prévu. Donc, les parents apprennent la nouvelle, on va avoir un enfant plus tôt que prévu. Et je me demandais si les comportements qu'on peut développer, est-ce qu'ils sont aussi fonction de la rapidité à laquelle les parents acceptent la nouvelle? D'ailleurs, ça peut être la nouvelle de on va avoir un enfant plus tôt que prévu, ou accepter la nouvelle de ah, finalement, l'enfant est arrivé du sexe opposé à ce que j'aurais aimé. Est-ce que si les parents acceptent sincèrement et sans se forcer rapidement finalement que l'enfant arrive plus tôt ou pas comme il le souhaitait, est-ce que du coup on va moins développer les comportements que tu viens de décrire? Écoute, je trouve que c'est une très bonne question et je n'ai pas la réponse. Pour te dire, je n'ai pas la réponse. Déjà, ça serait relativement difficile dans la réponse. D'une part, ça demanderait de faire une enquête Mm. minutieuse, tu vois, déjà de voir combien de jours, d'heures, de semaines, je ne sais pas Oui. quoi, d'une part d'un et l'autre. Et encore une fois, comme il y a une part de non connu parfois, donc je n'ai pas la réponse. Mais je dirais, intuitivement, j'ai l'impression que non. Intuitivement, j'ai l'impression que non, mais simplement comme on peut faire un travail pour changer ces comportements-là, et à un moment donné, effectivement, suivant ce que je vais vivre peut-être durant ma vie ou de ma relation avec mes parents, ça peut changer. Ces Ok, comportements-là, on peut les modifier. d'accord, ok. Oui, effectivement, je me doutais que tu n'avais pas forcément pu faire une enquête minutieuse, mais comme je me dis que ça fait longtemps que tu parles aux enfants non désirés, que tu avais peut-être observé des choses ou autres. Et c'est marrant que tu dises intuitivement, toi tu penses que non, parce que moi intuitivement, je pensais que oui. Mais peut-être que je suis une grande optimiste et que j'aime croire ça. Mais je Encore voulais une fois, connaître ton opinion. pourquoi je dis ça aussi, c'est parce que tu as, je prends l'exemple de la, maintenant, oui, je prends l'exemple de la naissance. Au moment de la naissance, alors j'entends différents comportements, hein, des gens qui me disent ah là, ben, mon père a foutu le camp, il est pas venu à la maternité pendant 2 jours, tu vois. Mm. Ma mère a pleuré pendant 2 heures, enfin des trucs comme ça, et que au fond, dans ce moment d'extrême vulnérabilité qu'est la naissance, un moment d'une extraordinaire vulnérabilité, où vraiment on a besoin d'un accueil, mais plus que chaleureux et tout, parce que c'est un vrai traumatisme la naissance, hein, quand même. Que même si à ce moment-là, je pense que si ça peut durer même que 5 minutes, 15 minutes, une demi-heure, ça peut être énorme pour un enfant dans cette vulnérabilité-là. C'est pour ça que j'ai l'impression qu'au fond, que ça a un impact assez rapide. Et peut-être quand même une chose aussi, j'ai envie d'ajouter, euh, que certains disent, et je pense que ça peut avoir un impact aussi, certains disent, mais au fond, si c'est un grand-parent qui est extrêmement déçu, ça peut avoir un impact. Tu vois, parce que des fois, il y a des attentes de grands-parents pour la descendance, soit un garçon plutôt qu'une fille, je ne sais pas quoi. Donc, très dernièrement, j'ai appris, ma mère me disait, ah ben, ta grand-mère du côté paternel
quand elle est venue pour la première fois me voir, etc., elle a pleuré presque toute la journée parce qu'elle était avec le garçon, tu vois, alors que l'autre grand-mère était là, dit, pourquoi on pleure, je ne comprends pas des choses pareilles, enfin, pour dire, tu vois. Et je disais, potentiellement, si c'est une personne qui a un gros impact, qui a une grosse influence, qui prend beaucoup de place vis-à-vis des parents, potentiellement, oui, c'est possible que ça ait eu un impact. Mais au fond, peut-être aussi par ricochet que si j'ai un grand-parent qui a un désir d'un enfant, d'un sexe particulier, par exemple, et qui l'a manifesté, il peut y avoir aussi une déception peut-être du fils ou de la fille de ne pas avoir offert ce cadeau-là à sa mère-là. C'est possible aussi. Mais là, je dis potentiellement oui, mais voilà, simplement pour dire que ça peut encore être une piste supplémentaire. D'accord. J'avais aussi une autre question. Alors, je ne sais pas, après avoir ton opinion, ce que tu as peut-être pu observer avec toutes les personnes avec qui tu as travaillé. Je me demandais, parfois, les enfants sont désirés, autant dans le timing que dans le sexe, mais au moment de la naissance, le bébé a un problème de santé et il est placé en couveuse. Donc c'est un cas particulier et donc le bébé va surtout du coup être très peu touché par les parents, voire peut-être même pas du tout selon son état de santé. Et quand il va être touché par des personnes, ça va être le personnel médical qui est en train de faire son travail. Et le bébé peut interpréter ça comme étant rejeté ou ne pas comprendre ce qui se passe. Est-ce que du coup un bébé qui a été désiré mais placé en couveuse pourrait développer des comportements d'enfant non désiré alors qu'il est désiré, mais simplement parce qu'à sa naissance, comme tu le disais, c'est un moment d'extrême vulnérabilité. Il a vécu, du coup, il a été séparé de ses parents parce que placé en couveuse, par exemple. Alors, je ne suis pas sûr que ça sera exactement les mêmes comportements qui seront vécus. Par contre, oui, donc ça laissera des traces. Pour moi, c'est indiscutable. C'est absolument indiscutable, effectivement. Est-ce qu'on peut ressentir du rejet, de l'abandon, probablement de l'abandon, certainement. Et je dis ça parce que ce que j'ai vu parfois, c'est que des personnes qui ont où il y a eu des problématiques de santé à la naissance, c'est toi qui ont dû être mis en couveuse ou plein d'examens et séparés des parents, ils vont parfois inconsciemment intégrer le contrôle, c'est la vie. Autrement dit, il faut absolument contrôler. J'ai vu, en tout cas, j'ai pensé à un ami proche, par exemple, qui a vécu ça pendant 52 jours et qui était extrêmement fort dans le contrôle toute sa vie. Elle était toujours dans le contrôle, mais c'est comme si elle avait engrammé, sans contrôle, il y a danger. Donc, elle était dans du surcontrôle. Et ça pourrait être intéressant de cette piste-là, des fois, de voir si on a tendance à surcontrôler parce qu'on a créé une croyance à ce moment-là, même inconsciente, qui était peut-être la croyance des parents aussi d'ailleurs, hein, qu'il fallait du contrôle pour pouvoir rester en vie ou avoir le droit à la vie, en quelque sorte. Merci pour cette réflexion, c'est hyper intéressant. Moi, j'avais jamais pensé à ça. Ça éclaire ma lanterne. Merci. J'aimerais juste aller un peu plus loin parce qu'on va encore affiner un peu la chose. C'est-à-dire que, moi, je dis toujours aux personnes, alors après qu'on soit désiré ou pas, mais après quand on est non désiré, c'est encore plus simple, plus clair. Imaginons que vous êtes non désiré au niveau de la conception. C'est toujours important d'imaginer, pour un ou les deux parents, d'imaginer qu'est-ce que les parents ont pu ressentir au moment où ils ont appris la nouvelle. Parce qu'au moment où on apprend la nouvelle, ça, suivant les circonstances, ça peut générer toutes sortes de choses. Donc, si, effectivement, je prends un exemple, je prends l'exemple de les parents ne sont pas mariés, et puis ça ne se fait pas, ou il y a des traditions et tout ça, tout à coup, au moment où, il y a connaissance de ça, tout à coup, les parents, c'est où on a un problème. Donc, cet enfant à venir est une source de problème et qu'il va falloir résoudre parce que nous ne sommes pas mariés. Pour d'autres, ça peut être, tout à coup, ça va réveiller une peur en lien avec les finances, par exemple. Tout à coup, en lien avec les finances, dit, oh là là, on n'a pas l'argent, comment on va se débrouiller? Et qu'on peut voir cet enfant à venir comme une charge financière. Tu vois? Donc, ça peut être un souci, le mot sou d'ailleurs, tiens, un souci, par exemple. Donc, il peut y avoir ça aussi. Et puis, si je prends l'exemple de la naissance, par exemple, la naissance, au moment où on est et qu'on n'a pas le bon sexe, en général, on est quoi? C'est vécu comme une déception. Et c'est absolument naturel et absolument cohérent et logique qu'il y ait un moment de déception, comme on l'a dit tout à l'heure, qui dure 30 secondes, qui dure 3 heures ou qui dure toute une vie, parce qu'il y a des gens qui ont leur fils, qui ont encore la figure 40 ans, de toute façon, je ne sais pas, j'aurais voulu une fille ou un garçon, enfin, des trucs comme ça. Mais donc,
il y a une notion de déception. Et c'est important de voir la couleur de ce qui est vécu, parce que si vraiment, au moment où je prends l'exemple, je reprends le premier exemple, je suis vu comme une source de problème, enfin, et attention, hein, c'est toujours important de différencier, parce que la problématique, c'est pas ce que vivent les parents, c'est que le fait qu'on le prenne contre soi. Parce que quel que soit l'enfant et qui que ce soit, que les parents aient un problème à régler, c'est absolument évident pour tout le monde. Il y a quelque chose qui n'était pas prévu, on a un problème à régler. Comme il y a le Covid qui arrive, on a un problème à régler, nous aussi. Enfin, voilà, comme tout problème, il y a une nouvelle situation pas prévue et ça demande des adaptations et régler les choses. Mais le problème, c'est que, enfin, le problème, c'est qu'à le dire, c'est que c'est nous qui allons nous voir comme le source de problème, la source de problème. Tu vois, on va le prendre contre nous. Et ça signifie quoi? Ça signifie ce que je vois et je trouve ça fascinant, c'est de voir que, suivant cette couleur qui est perçue, les personnes après dans leur vie vont tout faire pour ne pas être une source de problème pour les autres. Donc, ils vont vraiment faire beaucoup de choses, en faire beaucoup pour ne pas être vu comme une source de problème. Alors, souvent, c'est se débrouiller tout seul, par exemple, tu vois, ou s'adapter aux autres. Et au fond, je leur dis, mais tu es déjà une source de problème parce que tu es prêt à être une source de problème pour toi, pour ne pas générer du problème pour les autres. Donc, tu l'es déjà, en fait, simplement, tu t'en fais payer le prix à toi. Mm. Et ça veut dire une sorte d'adaptation, de suradaptation aux autres. Moi, je prends mon exemple, je suis né comme une déception. J'ai passé une immense partie de ma vie à ne pas décevoir les autres. Toujours la peur de décevoir les autres, parce que c'est comme si j'avais déjà encodé dès la naissance, décevoir les autres, il y a un prix à payer. Tu vois, ta coup, peut-être de la non-présence, de la non-joie, une sorte de rejet. Il y a un prix à payer. Donc, toute ma vie, surtout ne pas décevoir les autres. Et ceux qui ont été perçus, vécus comme une charge financière, tu vois, à venir, ils vont tout faire pour ne pas être une charge pour les autres aussi. C'est des enfants qui ne demandaient jamais, parce qu'ils ne demandaient jamais euh, de choses, de jouets ou de trucs, parce qu'ils ne voulaient pas être une charge pour les autres. Donc, ils vont aussi beaucoup faire eux-mêmes. Donc, si tu veux, la tonalité de ce qui est vécu à ce moment-là va influencer toute notre vie, parce que c'est comme si on a compris, surtout ne pas être vu comme ci, surtout ne pas être vu comme ça. Et ça, je trouve ça fascinant. Je partage tout à fait ta fascination et moi, surtout ce qui me fascine, c'est de se dire à quel point les circonstances de notre conception et de notre naissance, qu'on en ait conscience ou pas, à quel point ça impacte mais toute notre vie, quoi. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Je suis contente d'aborder tous ces sujets-là aujourd'hui avec toi. Et tu sais, bah, que je t'entends parler de ça, ça me fait penser à mon épouse qui a aussi non désiré, elle, au moment de la conception, au niveau du sexe, à première vue pas. Mais ce qui était dingue, moi j'écoute beaucoup ce que les gens disent, c'est-à-dire les mots qu'ils utilisent et tout ça. Je suis très observateur de ça parce que inconsciemment on dit des choses. Mm. Et elle, elle a une expression, maintenant elle est en train de changer ça, mais elle me disait pas de souci. Je lui dis un truc, elle me dit pas de souci. Je dis mais j'ai aucun souci, tu vois. Comme si ce pas de souci n'était pas adapté à la situation. Chaque fois, je dis mais j'ai pas de souci, pourquoi tu me dis ça? Et au fond, elle, au moment où elle est venue au monde, et c'était déjà très compliqué, hein, ça a été très très compliqué, ça a duré des heures. Elle avait la tête, ils ont dû la chercher avec un, je sais plus comment on appelle ça, Les forceps? c'est pour le truc, une ventouse peut-être Ah même, oui. Mm. elle avait la tête un peu allongée. Et au fond, il n'y a pas eu de réjouissance à ce moment parce que son père était sûr qu'elle était mal formée, etc., etc. Donc, elle était une source de soucis, très clairement. Et au fond, tu vois, et ce qui est incroyable, c'est qu'elle a toujours été première de classe. Surtout ne pas être une source de soucis pour ses parents. Elle a toujours tout fait pour être irréprochable, ne pas être une source de soucis. Et tu vois, elle te dit cette phrase, pas de soucis comme un mot réflexe, qui est comme son truc à elle, qu'elle porte depuis si longtemps. Mm. C'est pour ça que je trouve ça. Et ça va vraiment. Il y a un livre qui va beaucoup t'intéresser qui s'appelle L'empreinte de naissance de Jean-Philippe Brebion. Je suis en train de le lire. C'est un livre qui date déjà de 2004, mais on s'est retrouvé à faire une conférence l'un derrière l'autre. Il a été très intéressé par ce que j'ai dit sur le pronom désiré d'ailleurs. Jean-Philippe Brebion, lui, dans son livre, il parle, il dit dans l'empreinte de naissance, vous regardez les 9 mois avant la conception, les 9 mois de la conception, les 9 premiers mois de la vie, et vous avez votre empreinte de naissance, 27 mois qui va se rejouer à peu près tout le temps, des événements de même couleur, aussi longtemps qu'on n'a pas réglé ces choses-là. Et je suis en train de le dire, j'ai lu qu'un tiers, mais c'est fascinant, je dois dire, à quel point nous sommes imprégnés de ces moments-là, autant du vécu du père, de la mère, et bien sûr aussi tout petit, parce que nous sommes comme des éponges dès que nous arrivons. C'est pour ça que je disais,
nous ressentons tout, nous sommes des éponges sans filtre, sans protection, et que nous ressentons toutes ces énergies, déception, tristesse, etc., et surtout à la naissance. Mm. Bah, merci, je vais regarder ce livre, ça a l'air très intéressant effectivement, et puis je vais mettre la petite référence en dessous pour les personnes qui voudront le trouver aussi. Du coup, là, je vais te poser un peu plus des questions pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'enfant non désiré pour avancer peut-être justement et avoir de moins en moins les comportements qui nous gênent aujourd'hui et qui reviennent effectivement en boucle et qu'on peut retrouver sous différentes formes dans tous nos domaines de vie. Oui. Alors, ce que je fais, moi, donc on peut en sortir, c'est important de le voir déjà, première chose, hein, on peut en sortir. Et moi, je travaille moi avec l'énergie des mots, MOTS. Donc, je fais dire des phrases et on va écouter les résonances corporelles et émotionnelles. Donc ça, c'est ce que je vous décris là, c'est dans le livre Défi des 100 jours. Et dans mon premier livre, Ce que l'argent de vous, d'ailleurs, quand je fais ça, c'est le défi des 100 jours. Je l'avais juste sous l'ordinateur, c'est amusant. Donc, je décris cela d'ailleurs. Et donc, alors, quand je fais ça en atelier, je dirais c'est l'idéal parce que je vais mettre ça en situation et je vais prendre une ou l'autre personne qui représente ou le père ou la mère ou les parents. Ça peut être les deux aussi, bien sûr. Hein. Et que je vais mettre la personne en face de personnes qui sont représentants des parents. Mais là, si je vous propose de le faire seul, on peut le faire seul aussi. On peut prendre une photo de l'un ou l'autre parent, ou ce que j'ai fait parfois, à l'époque, je faisais encore de l'accompagnement individuel, c'est que je prenais des objets, je dis, OK, symboliquement, quel objet là dans la pièce représente ton père, ta mère, par exemple. Voilà. Ce qui est important, c'est vraiment d'être en lien avec ces personnes-là. Et puis, je vais donner quelques exemples, parce qu'il y a tellement d'exemples, on ne va pas tous les dire là maintenant, mais quelques exemples, des exemples clés peut-être. La première chose, c'est que, je prends mon exemple, moi qui me suis vu comme une déception et qui était perçu comme une déception, et encore une fois, c'est humain de la part de mes parents. Donc, je vais d'abord à accueillir le fait d'être une déception et de m'autoriser à être une déception. Parce qu'encore une fois, à force de ne pas décevoir les autres, je me déçois moi-même pour ne pas décevoir les autres. Donc, je suis déjà une déception de moi-même. Tu vois, je rejette l'idée d'être une déception, mais je suis déjà, et c'est moi qui suis une déception pour moi, et c'est absolument pas juste du tout. Donc, la phrase pour accueillir cette part-là, c'est de dire je suis une déception et c'est pleinement OK. Mais que je vais mettre avec les parents en face, c'est encore mieux de dire, en l'occurrence, ça serait papa, maman, je suis une déception pour vous et c'est pleinement OK. Ça, c'est vraiment la phrase vis-à-vis des parents, mais après, je peux la prendre juste de moi à moi, je suis une déception et c'est pleinement OK. Donc, mais au départ, faites-le plutôt en mettant papa ou papa et maman. Et vraiment, là, en général, il peut y avoir vraiment des résonances fortes. Donc, une déception, donc ça va être une source de problème. Je suis un souci, je suis une charge, par exemple. Mettez le mot qui vous vient en fonction de la couleur. Hein. Donc, vraiment, et il est possible qu'il y ait des résonances corporelles fortes, des grosses tensions, peut-être même des pleurs. Il est possible qu'il y ait par contre du soulagement, quelque chose, ça fait même rire, c'est possible. Donc, tant qu'il y a des choses inconfortables, ça demandera à être redit un certain nombre de fois. Le corps fait le travail tout seul. C'est-à-dire que ça vient juste réveiller des mémoires corporelles, des tensions dans le corps, qui fait que c'est ça qui est réveillé. Les mots viennent juste réactiver quelque chose dans le corps. Et les phrases, elles vont par deux. C'est toujours comme une pièce de monnaie, à côté pile, à côté face. Je prends toute la pièce ou je ne prends rien. Je ne peux pas dire je veux que le côté pile et je veux pas le côté face. Je dois tout prendre ou rien. Donc là, c'est la même chose. Donc la deuxième phrase, par exemple, ça va être, j'ai deux versions. La première version, ça va être aussi avec les parents. Je reprends mon exemple. Papa, maman, je suis un cadeau de la vie avec et sans être désiré. On met l'accent sur le sans. Je suis un cadeau de la vie avec et sans être désiré. Parce que moi, j'avais la croyance que je peux être un cadeau de la vie seulement si je suis désiré, tu vois, de manière conditionnelle. Je suis un cadeau de la vie seulement si la condition est remplie, soit je suis désiré. Et comme ce n'est pas le cas, en l'occurrence, donc là, on est en train de dire je suis un cadeau de la vie avec et sans être désiré, là où le bas blesse. On est en train de séparer le fait d'être un cadeau de la vie de toute condition extérieure. Autrement dit, ça voudrait dire, avec en termes de mental, que je sois désiré ou que je ne sois pas désiré, je suis un cadeau de la vie. C'est ça que ça veut dire. Et donc là, ce qui est fou, si tu veux, c'est que les 10 ans d'accompagnement là-dessus, bien souvent, les personnes ont beaucoup plus de facilité à dire je suis un problème ou je suis une déception à papa et maman
que de dire je suis un cadeau de la vie. Tu ne pas que le nombre de personnes, ça ne sort juste pas, tellement ils n'arrivent juste pas à l'imaginer. Juste à répéter les phrases, on observe les jours, les semaines qui suivent que on va avoir moins nos comportements d'enfants non désirés, on va réussir à mieux recevoir, etc., etc. Oui, oui, tout à fait. Il y a une deuxième version, et pour ça, ça demande, enfin, une deuxième version de la phrase, ça demande de se mettre en lien avec son cœur Mhm. et vraiment pour vraiment parler avec le cœur. Et ça peut être, on peut redire comme la première, simplement en changeant le cadeau de la vie, disant papa, maman, je suis un être d'amour. Je suis un être d'amour avec et sans être désiré. Mais j'aime bien ajouter plutôt de dire je suis papa, maman, je suis un être d'amour, même en étant une déception. Pour certains, même en étant un problème, ou même en étant une charge. Je suis un être d'amour, même en. Hein. Donc, là encore, avant, on croyait qu'on ne peut pas être un être d'amour s'il n'y avait pas les conditions requises du bel emballage cadeau. Et donc, à redire et redire jusqu'à ce que ce soit fluide, tranquille et joyeux à dire, vraiment, voilà, que ça fasse du bien à dire. Et là, il y a quelque chose qui aura déjà changé, qui aura changé. Après, pour répondre à ta question plus précisément, il y a des choses qui changeront très clairement. Est-ce que tout ce que j'ai décrit changera? Je ne le sais pas parce qu'il peut y encore avoir d'autres raisons qui font que je ne m'autorise pas à recevoir ou d'autres choses que uniquement celle-ci. Oui, en tout cas, ça me parle énormément ton exercice, surtout sur la déception. Et pendant que je t'écoutais, je me rendais compte, ça résonnait fort en moi. Je me disais, je me vois, effectivement, moi, mon père aurait aimé avoir un garçon, donc je me vois, et je me vois aussi comme une déception. Et quand tu disais tout faire pour ne pas décevoir les autres, c'est là où j'ai pris conscience que inconsciemment, je me voyais aussi comme une déception. Je crois que je n'en avais pas conscience avant que tu m'en parles aujourd'hui. Et c'est vrai que dans ma vie, j'ai fait énormément de choses pour ne pas décevoir les autres et quitte à me décevoir moi-même ou parfois à faire des choses à mon détriment. Moi, je suis aussi arrivée plus tôt que prévu. Donc, il y avait aussi le côté problème ou charge, je ne sais pas trop là. Inquiétude peut-être, inquiétude, tu ne crois pas? Une source d'inquiétude? Par rapport au fait que j'arrive plus tôt que Ah prévu, oui. je ne sais pas trop comment. Ça dépend du nombre de jours, hein, mais si tu veux, quand c'est bien plus tôt prévu, ça, il peut y avoir une source d'inquiétude parfois. Ouais. Ou une source de stress si tout à coup les parents ne sont pas prêts, tu vois, on n'est pas tout à fait prêt, on n'a pas préparé les choses, d'un coup, ça peut être une source de stress et je vais tout faire pour pas être une source de stress pour les autres, ça peut être ça aussi. Mais c'est vrai qu'il y avait aussi un côté de moi que j'ai observé à vraiment vouloir rendre la vie facile aux autres. Donc vraiment pas vouloir, peut-être, je sais pas si c'est source de problèmes ou choses comme ça, mais c'est vrai que ça aussi, je le fais beaucoup, mais quitte à créer des problèmes à moi. Ben oui, Et c'est même ça. ça allait plus loin. Après, est-ce que ça vient que de là ou aussi de plein d'autres expériences de ma vie? Mais je sais que j'ai aussi un côté sauveur qui était très développé et que j'essaye de rééquilibrer. Enfin, j'ai déjà bien rééquilibré et parfois il revient quand même mon côté sauveur. Mais je sais que parfois j'avais tendance à culpabiliser quand il arrivait quelque chose à quelqu'un, à un ami, un proche. Je sais pas, il lui arrivait une tuile. Et parfois, c'est vrai que quand on a un regard extérieur, on voit que la tuile, elle va arriver. On voit que l'ami est en train de prendre une mauvaise direction, qu'il va se prendre un mur. Et moi, je me dis, ben, je ne voulais pas intervenir pour plein de raisons, j'intervenais pas. Et quand il se prenait son mur et je le voyais souffrir, je culpabilisais de ne pas être intervenue, de ne pas lui avoir dit quelque chose avant pour lui éviter de se prendre le mur. Bon, ça, c'était à l'époque. Maintenant, comme j'ai fait du dev perso et tout, je me dis de toute façon, il avait peut-être besoin de se prendre son mur, entre guillemets, pour apprendre. Donc, avec le recul, je me dis que c'est bien que je l'ai laissé faire. Mais à cette époque-là, moi, je sais que je culpabilisais et qu'à quelque part, je me sentais responsable. Alors que c'est pas moi qui avait créé son problème. Hein. Mais parfois, et je me disais, mais c'est bizarre, mais pourquoi tu culpabilises et tu te sens responsable du problème des autres alors que tu ne l'as pas provoqué. Et je me reprochais de n'avoir rien fait pour lui éviter, quoi. Oui, c'est ça. Ça peut être après, encore autre chose qui sort un tout petit peu du cadre, j'ai envie d'ajouter, peut-être pour terminer, c'est que on peut être né avec un projet à des parents. Et là aussi, ça peut toucher l'enfant de désirer ou pas d'ailleurs. Imagine qu'un des parents se dit je vais faire en sorte qu'on mette un nouvel enfant en route pour sauver le couple. Ah oui. Ça, tu vois, parce qu'on sent que ça va pas bien et tout. Et on se dit, ah, là, ou alors, ce que j'entends régulièrement, c'est que un des parents veut justement un enfant pour être sûr de garder l'autre aussi, même des fois le premier enfant, tu vois. Et ça veut dire que même parfois, il peut y avoir des négligences ou pas donner toutes les informations qui fait que l'autre est piégé. En l'occurrence, c'est l'homme, hein, bien sûr, au principe, hein, dans ce cadre-là. Donc,
Et au fond, s'il y a un projet, tu as inconscient en disant cet enfant-là va me permettre de garder l'homme, donc quelque part, il y a quelque chose de je suis là pour sauver le couple. Mmh. Et toute ma vie, je vais essayer de tout faire pour sauver des situations comme ça. Je suis comme happé par ça, tu vois. Et je prends juste l'exemple d'un ami il y avait un troisième enfant, enfin, ses parents, un troisième enfant non désiré. Et lui, à un moment donné, ses parents ont dit, lui était désiré à la conception, ses parents ont dit, ah ben, on va mettre en route un quatrième enfant pour pas que ce troisième enfant soit tout seul parce qu'il y a trop d'écart avec les deux premiers. Donc, tu as le projet qui est donné à cet enfant-là. Et lui a passé toute sa vie à être au service de son frère et au service des autres, puisqu'il a eu droit à la vie uniquement parce que pour être au service de l'autre, au service de l'extérieur. Donc, ça aussi, souvent, quand il y a un projet de l'un ou l'autre des parents, ça va nous impacter très fort. C'est comme si on avait une sorte de mission qu'on portait, qui n'est pas la nôtre, mais qu'on porte et qu'on peut passer des dizaines d'années dans des comportements et au fond, on ne sait pas pourquoi on est happé, comme tu sais pas si tu expliques, c'est ça, on est comme happé par des genres de situations, on ne comprend pas pourquoi. Donc, ça pourrait être une piste peut-être pour toi aussi. Oui, merci beaucoup. C'est vrai que c'est hyper intéressant et c'est bien du coup que tu aies rebondi sur l'enfant pansement entre guillemets ou à qui on parce que on m'avait posé des questions aussi à ce sujet-là et j'étais un peu en train d'oublier de te poser la question. Donc c'est super, le sujet est venu de lui-même. Après, comme tu dis, c'est pas toujours évident de connaître exactement les circonstances de notre naissance parce qu'on nous les donne pas toujours. Puis c'est vrai qu'il s'agit pas non plus d'aller interroger les parents un peu comme un policier quoi. Oui, ben, mais ça, ce serait plus, c'est pour ça que c'est important d'y aller avec délicatesse en disant, ah, mais tu sais, voilà, j'ai appris peut-être dans un livre, ils expliquent un peu tout ce qui se passe dans le contexte de la naissance, que ça nous influence. Et je serais, comment c'était pour vous à ce moment-là et tout, qu'est-ce que vous viviez? Et je dis peut-être que ça devait être difficile, surtout je suis le premier ou juste après, tu vois, ça dépend des conditions. On peut poser la question mais de manière très ouverte, tu vois. Ça ne devait pas être facile pour vous d'apprendre qu'il y a un nouvel enfant qui était en route dans ces conditions-là, sur le moment. Enfin, tu vois, on peut l'amener dans un sens d'ouverture et peut-être juste par rapport à l'enfant pansement, il y a des choses que j'entends souvent, tu sais, c'est quand il y a un enfant décédé, très jeune et tout ça, ou autre, que les gens me disent, le médecin a dit, ma mère déprimée et autre, puis le médecin a dit, oui, pour mettre un enfant en route, ça va l'aider, tu vois. Donc là, on est vraiment dans l'enfant pansement. Je suis là pour, encore une fois, sauver ma mère, par exemple, et ces gens-là, toute leur vie, vont tout faire pour essayer de faire en sorte que leur maman aille bien, tu vois. C'est comme s'ils devaient s'oublier au passage parce qu'il y a un projet, encore une fois, derrière. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment intéressant, même si on sort un tout petit peu du thème, c'est au-delà de l'enfant non désiré, mais ça a tout autant d'impact. Merci beaucoup, en tout cas, Christian. C'est vrai que là, du coup, on arrive un peu sur la fin de l'interview. Est-ce qu'il y a quelque chose que toi, tu aurais envie de dire ou un message fort que tu as envie de dire pour finir? Ah, peut-être oui, des messages que j'ai envie de dire. Une fois que j'étais voir une thérapeute, et je sais plus pourquoi, et à un moment, je reviens avec ça, je dis, mais au fond, tu vois, je me vois comme une erreur. En parlant de ça, tu vois, je me vois comme une erreur. Et elle m'a un peu secoué. Elle m'a dit, Christian, je ne peux pas te laisser dire ça. Parce que tu raisonnes à un niveau terrestre. Tu restes à un niveau terrestre au niveau de tes parents. Et tu es beaucoup trop, je dirais, rater, on peut dire ça comme ça, quand tu dis ça. Au niveau de l'univers, au niveau de la vie, avec un V majuscule, il n'y a pas d'erreur. Ça n'existe pas. Et ça m'a fait du bien d'entendre ça, qu'il n'y a pas d'erreur à cet endroit-là. C'est les films qu'on se raconte avec sa tête qui sont en train d'encoder quelque chose d'encore plus fort, tu vois. Mais à ce niveau-là, à un autre niveau, tout est juste. C'est pas parce qu'un arbre pousse à côté d'un gros arbre et ne pourra jamais devenir très grand que c'est une erreur. Il a des conditions qui font qu'il va pousser comme ça et c'est ce qu'il a à vivre à ce moment-là, peut-être jusqu'à que peut-être le gros arbre soit coupé ou pas. Donc au niveau de la vie, il n'y a rien qui est faux, c'est vraiment important de se souvenir aussi. Oui, ça me rappelle une réaction qu'il y a eu dans le groupe des enfants non désirés sur Facebook. J'en profite pour dire que je m'occupe, enfin que j'ai fondé un groupe privé sur Facebook qui s'appelle Guérir les blessures de l'enfant non désiré. Donc si vous nous écoutez, n'hésitez pas à rejoindre le groupe. Tout le monde est admis, il suffit juste de demander et j'accepte tout le monde. Et donc il y avait une personne sur le groupe qui justement posait, enfin parlait de cette intention de se dire aussi de s'interroger sur le fait qu'on soit arrivé de notre propre désir et sans le désir des parents. Et effectivement, du coup, à ce moment-là, c'est de voir quelque chose, de prendre un peu de la hauteur et de se dire qu'à un certain niveau qui assez souvent nous échappe,
il se passe des choses ouais, subtiles et qu'effectivement, c'est de focaliser peut-être sur ce que tu viens de dire, qu'au niveau de l'univers, de la vie, de la source, enfin on appelle ça comme on veut, il n'y a jamais d'erreur et qu'à quelque part on a été désiré, ou en tout cas où on est venu s'incarner de notre propre désir ou du désir de l'univers. Et effectivement, c'est ce que je disais aussi une fois lors d'un live avec une autre amie coach, à dire que de toute façon on est venu vivre des choses et faire des expériences, et que c'est ce qu'on a à vivre avec nos parents et que tout est juste, même si, bien, si on n'arrive pas intellectuellement ici, de façon très terre à terre, à tout comprendre et à tout expliquer et à donner un sens à tout. À un certain niveau, tout est juste en fait. Tout à fait. Et de faire confiance à la vie, c'est pas toujours évident parce que sur Terre, on aime bien la dichotomie, le bien, le mal et tout ce genre de choses. C'est vrai que c'est pas toujours évident d'accepter, mais en tout cas, je trouve que c'est un super mot de la fin, Christian. Oui, tu sais quoi, j'avais juste ajouté une chose, je pense Oui, maintenant peut-être. Je suis désolé, je reviens un tout petit peu en arrière, mais c'est important pour bien comprendre. Parce que les gens se disent, on doit se dire, ouais, mais pourquoi je devrais être une déception et c'est OK? Pourquoi je devrais être une source de problème et c'est OK? Et au fond, je vous dis toujours, il n'y a jamais comme objectif de décevoir ou d'être une source de problème. Mais par contre, le chemin de la libération passe par là. Imaginez que vous ayez des parents qui aimeraient que vous soyez ingénieur, puis vous voulez faire artiste. Dès le moment où vous faites votre choix de cœur, vous allez être une déception, une source de problème pour vos parents. Donc, si c'est le cas, OK. Si pour faire ce qui est juste pour moi, je dois être une source de problème, enfin, je dois, c'est c'est ce qui va être vécu, eh ben, c'est OK d'être une déception. Moi, je suis content d'être une déception si c'est ce qui me permet de vraiment faire des choses qui sont justes. Et tu vois, à un moment donné, je vois qu'aujourd'hui, j'arrive beaucoup plus à m'affirmer. J'ai pris des positions très claires et durant cette crise du Covid, c'était une chose qui ne me convenait pas. Et je sais que j'ai déçu des personnes qui m'aimaient bien parce que j'étais pas du tout dans leur croyance avec ce que j'amenais là. Et au fond, aujourd'hui, ça m'est égal. Je suis OK de les décevoir et je suis OK de les décevoir parce que ce qui compte, c'est d'être aligné avec moi-même et d'être intègre avec moi-même. Donc, à un moment donné, tu vois, c'est là où cette libération, elle donne de la vie, elle donne, c'est le cas de le dire, de la liberté. Voilà. mm. Ça, Encore vraiment un grand merci, Christian, pour tout ce que tu viens de nous partager. Enfin, moi personnellement, ça m'a énormément nourri et je pense que ça va aider beaucoup de personnes. Et je trouve qu'en plus, on finit sur vraiment parce que c'est un sujet lourd, je trouve, quand même à aborder, tous ces sujets-là. Et on finit sur une note positive. Et donc, je suis vraiment très, très contente de cette interview. Encore un grand merci. merci à toi, Nathalie. Merci. Merci.